Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mercredi 29 mai et je commence le vlog. J'avoue que j'avais besoin de 2 jours de pause pour récupérer un peu après les Imaginales. Mais comme je vous ai dit dans le vlog des Imaginales, j'aimerais bien faire cette semaine un vlog où je lis les livres achetés aux Imaginales. Et je suis bien partie puisque j'ai presque fini, alors je lis pas beaucoup cette semaine, mais j'ai presque fini Porcelaine sous les ruines d'Anna Vivalda. Je vous en parlerai quand je serai un peu plus posée. Là, je suis à la gare, j'attends mon train. Et je suis à presque la moitié de Vampire America, que j'ai commencé en version papier dans la file pour voir Victor Dixon aux Imaginales. J'avais lu un chapitre et demi, quelque chose comme ça. Plus le prologue, et là je l'ai pris parce qu'il est déjà sorti en audio, du coup je l'ai pris en audio pour avancer dedans aussi, surtout que j'adore les vampires en audio, ils sont géniaux, très immersifs, donc voilà, je suis à fond dedans, et après on verra du coup si j'ai le temps de lire encore des autres, mais du coup j'aurais déjà lu les 2 gros pavés, donc je suis contente. Je vais aller prendre mon train et je vous prendrai un peu plus posée tout à l'heure. Hello, on est samedi soir, je me rends compte que je vous ai plus du tout pris pour vlogger, donc je vous prends un petit peu maintenant. Depuis que je vous ai pris, j'ai terminé Porcelaine sous les ruines, j'ai terminé le tome 2 de Vampire America. Je me poserai un petit peu demain, en plus je suis un peu tranquille entre guillemets pour filmer tout ça, j'ai plein de choses à faire, je me suis fait une to-do list énorme pour demain. Mais en fait j'ai Enzo, mais par exemple mon compagnon est chez des amis, donc je suis un peu plus tranquille pour filmer plusieurs vidéos, etc. et pour vous parler en paix. Donc voilà, même si bon, Enzo risque de m'embêter. Oui, Miko. Mais donc voilà, aujourd'hui j'ai eu une grosse... En fait cette semaine j'ai eu une grosse semaine. Les 3 derniers jours je suis allée à Bruxelles, donc forcément travailler. Donc quand je suis pas en télétravail, je suis un peu moins disponible. Mais j'ai quand même pas mal lu justement dans les transports. Et voilà, je vous ferai un point lecture du coup demain. Je vous montrerai aussi les dernières réceptions, mon achat du jour. Aujourd'hui, je suis un peu dégoûtée. En fait, je suis un peu... tristounette ce soir, mais en même temps, j'ai passé une trop bonne journée avec Enzo. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est le 1er juin. Et il y a plein de choses qui se passaient sur Paris ce week-end. En fait, il y avait la Garden Party Charleston. J'ai vu que forcément, il y avait Angie qui était là, il y avait Pascal. Donc Angie, c'est Madame Chachali. Pascal, c'est entre 2 pages. Il y avait Steph, donc Piketty Bookin. J'ai vu que, en plus, il y avait aussi... Estelle, petite lectrice, on se serait enfin rencontrés, j'aime beaucoup Estelle, Float Flowing Books, voilà, c'est... Puis il y avait aussi Steph d'une souris des livres qui allait, qui elle vit en Belgique, donc on aura l'occasion de se revoir, enfin de se voir bientôt, d'ailleurs on essaye de se voir, on essaye d'arranger une rencontre, mais il y avait aussi Gilbertine, enfin c'est Candice, voilà, et du coup voir toute leur story et tout ça, ça me rend encore plus nostalgique parce que j'aurais trop aimé aller à la Garden Party cette année, mais c'était pas possible. Et alors j'avais été également invitée par Audiolib, puisque je suis, comme je vous l'ai déjà dit, jury Audiolib cette année, à une journée sur Paris avec les membres du jury Audiolib, voilà, dans les studios d'Audiolib. Et j'aurais trop aimé y aller, j'ai aussi vu leurs stories, j'ai vu qu'Alex Bouquin Prada y allait, et j'aurais été trop heureuse de rencontrer Alex. Bon, j'aurais dû faire un choix entre la Garden Party et cette journée Audiolib de toute façon, hein, mais parce que ça aurait été difficile de faire les deux. Mais voilà, du coup, de faire toutes ces stories et tout ça, je me dis, oh, ben bon, en même temps, le week-end passé, j'ai eu un week-end de dingue à Épinal. Très ressourçant aussi, j'ai passé beaucoup de temps avec des gens que j'adorais également, donc je me dis que voilà, on peut pas tout avoir tout le temps. Il faut parfois faire des choix et passer aussi sa famille avant. En fait, aujourd'hui, c'était la fête de l'école, la Fancy Fair de d'Enzo, et du coup, il avait un spectacle, donc forcément, surtout à cet âge-là, on est là pour les spectacles, c'est très important. Je me dis toujours, en plus, si jamais on n'est pas là, ça veut dire que l'enfant fait pas le spectacle et il doit se sentir un peu exclu en classe les dernières semaines puisqu'il prépare le spectacle et tout ça. Donc voilà, ça m'aurait attristé pour lui. Et de toute façon, je trouve c'est important d'être présent à ces spectacles, etc. tant qu'ils sont jeunes. Donc voilà. Et après ça, mon compagnon travaillait après le spectacle de la Fancy Fair. Du coup, moi, je suis allée avec Enzo à Waterloo. On allait faire un coucou chez ma maman également, à Waterloo, donc après avoir été faire un peu de shopping. Et puis on allait à Nivelles, mais du coup on a passé une chouette après-midi ensemble, donc c'était chouette. Donc voilà. On peut pas tout faire tout le temps. Mais voilà, du coup, tout ça pour vous dire que j'ai bien lu. Aujourd'hui, j'ai pas encore lu des masses, mais j'ai bien avancé dans mes lectures puisque j'ai fini donc 2 romans et je suis en plein Ashes Falling from the Sky, tome 2.
de Neil Gaiman et Matthew Guibé. J'ai lu le tome 1 aussi cette semaine, je vous l'ai pas encore dit. J'ai lu le tome 1 dans le train aussi. En fait, en gros, je me suis complètement gourée. La meuf qui lit trop et qui s'en mêle dans ses lectures, quand je suis allée voir Mathieu Guibé à Épinal, je dis ah oui j'ai lu She's Falling from the Sky, j'ai trop aimé tout ça, mais en fait je l'ai confondu avec le livre que Nin a écrit avec... En fait, en plus, les couvertures se ressemblent avec Maria Lino. C'est celui-là que j'avais lu et adoré. Celui-là, en fait, heureusement, finalement, je l'ai adoré quand même. Mais celui-là, je l'avais pas lu. Et du coup, là, j'ai acheté le tome 2. Mais en fait, je me suis emmêlée parce que j'avais dans ma pile à lire, en fait, She's Falling from the Sky, For the Sky, pardon. Et du coup, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était celui-là que j'avais lu, alors que pas du tout. C'est La nuit où les étoiles s'éteignent. Un truc, je sais plus le titre, que j'avais écouté en audio sur NetGalley, mais celui-là je l'ai même pas en physique. Et du coup voilà, je me suis emmêlée dans les deux trucs, puisque les deux sont écrits par Nin. Et du coup, il m'avait dédicacé le 2. Et mais voilà, heureusement, parce que j'avais dit après j'ai adoré, etc. Mais en fait c'est vrai, j'ai vraiment adoré le tome 1 que j'ai lu cette semaine du coup. Et là je suis en plein le tome 2, j'enchaîne les deux et j'aime beaucoup. Donc voilà, là, je suis en train de vraiment bien respecter mon souhait de lire tous les livres que j'ai achetés aux Imaginales. Il y aura juste le petit roman en format poche de Chris Vuklicevic que j'aurais pas lu, je crois pas que j'aurais le temps de le lire, mais j'aurais lu les 3/4. Donc voilà, je me félicite. Ce soir je fais pas ça, je lis des BD pour avancer un peu dans ma pile à lire BD. Mais voilà, je me suis endormie avec Enzo là dans son lit. Bref. Et du coup, comme je vous le disais, je me suis fait une to-do list énorme demain, mais je vais essayer de terminer le livre. On est à présent dimanche, il est 16h. Je n'ai pas encore fini le tome 2 de She's Falling from the Sky, je sais pas pourquoi j'ai continué en anglais. Donc, je vous en parlerai tout à l'heure, il me reste pas très longtemps. Mais je me suis dit que j'allais déjà me poser pendant que Enzo est devant un dessin animé pour vous montrer mes dernières réceptions et vous parler de mes dernières lectures. Donc c'est parti. Alors niveau réception cette semaine, je ne pense pas que je vous avais montré, j'ai reçu le nouveau Taylor Jenkins Reid qui sort chez Charleston, donc c'est Les Vrais Amours. Il est clairement parfait pour l'été. J'adore cette autrice. J'ai lu tous ces romans qui sont sortis chez Charleston. Il y a d'autres romans qui sont pas encore sortis que je vais peut-être lire en anglais du coup. Mais voilà, j'adore cette autrice vraiment et c'est pas un qui va traîner longtemps dans ma palle, c'est sûr et certain. Des éditions Nami, hop, j'ai reçu La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama. Nami, je les demande pas tous, même si tous m'intéressent, mais en fait c'est parce que je suis pas sûre de tous les lire rapidement, dans le sens où les éditions Nami, j'aime beaucoup leurs textes, mais je sais pas trop les enchaîner parce que c'est beaucoup de développement personnel, ou alors même beaucoup de textes écrits par des japonais, mais du coup ça reste fort dans le même style en fait. Du coup voilà, j'en demande quelques-uns de temps en temps et les autres j'irai les acheter, mais je suis jamais déçue pour le moment, je pense que je les ai tous aimés. Et donc voilà, là c'est écrit par un, je sais pas si, oui, japonais. Et en général, ils se lisent très vite. J'ai reçu le tant attendu roman d'Elodie Harper, le tome 3 de la saga La Porte au Doré, je ne sais plus le titre maintenant. Mais ça c'était même pas, c'était le tome 2. L'Antre des Louves, c'est le tome 1. La Maison à la Porte Dorée, le tome 2. Et là c'est le tome 3, le Temple de Fortuna. J'adore cette saga. Alors à chaque fois chez Calman Levy ils disent qu'on peut les lire de manière indépendante, mais moi je suis pas vraiment d'accord parce qu'il y a quand même une vraie suite, les personnages qui évoluent en fait, et je trouve que si on n'a pas lu le tome 1 par exemple, il y a des choses dans le tome 2 qu'on comprend pas trop, et là j'imagine que ça va être la même chose avec le tome 3. J'ai l'impression qu'il est plus petit que les précédents, mais c'est peut-être qu'un sentiment. Bref, c'est une saga que j'aime beaucoup, je sais pas si c'est le dernier tome ou s'il y a encore une suite qui est prévue, mais j'ai hâte de me plonger dedans. Et de nouveau, je crois qu'il est parfait pour l'été. J'ai reçu le nouveau Olivier Ball, La Meute, donc un thriller. Je crois que c'est mon premier roman d'Olivier Ball. C'est une attachée presse qui m'envoie régulièrement des emails, une attachée presse belge qui m'a contactée pour savoir s'il m'intéressait, et j'ai dit oui parce que j'aimerais beaucoup découvrir cet auteur. Je suis persuadée que j'en ai pas encore lu de lui, je pense pas.
J'ai reçu 2 BD, j'ai reçu Boulard le tome 10. J'adore tout ce qui tourne autour des profs, etc. La saga Les Profs, j'aime beaucoup. Et alors j'ai reçu le tome 3 de la saga Le Jardin des Fées chez Dracou. Et là c'était chez Bambou Édition. J'ai vu que le 22 mai sortait alors c'est pas une suite, hein, c'est dans le même univers, mais c'est une autre histoire et d'autres personnages. Mais Saga d'Os et Saga et Sable d'Os, pardon, de Travis Baldree, qui est dans le même univers que Légende et la Tess, est sorti en français. Ça faisait un petit moment que j'hésitais à acheter des éditions spéciales absolument magnifiques en anglais, du coup Légende et la T et celui-ci, et finalement celui-là est sorti en français, donc voilà, je l'ai pris en français. Je ne suis pas à l'abri d'un jour craquer sur ces sagas, enfin sur ces éditions spéciales, mais ils les vendent tellement cher sur Vinted, on est à 50 € le tome environ, donc j'essaye d'être raisonnable, surtout qu'en soi je trouve les versions papier, enfin brochées, super belles. J'aimerais bien juste qu'ils sortent dans des belles éditions reliées en français aussi, peut-être un jour, mais bref, j'ai tellement aimé Légende et la T que j'avais trop hâte de lire celui-ci. Donc ça c'est un achat. Et alors j'ai reçu, j'ai été hyper gâtée. Ça faisait, en fait j'avais mis un fouta, c'est comme ça qu'on appelle, dans mon panier sur la boutique Leaves and Clouds, et j'arrêtais pas d'hésiter à valider mon panier ou pas. Et j'ai eu l'agréable surprise de voir que heureusement que je n'ai pas validé mon panier, parce que j'ai reçu de Gallimard. Ils ont envoyé ça aux membres du book club du coup Gallimard, un fouta mais absolument sublime. C'est le plus beau fouta que j'ai vu de ma vie, puisque c'est fait, hop, il est tout bleu, et en fait c'est avec, hop, un dessin des culottés de Pénélope Bagieux. Il est super beau, je suis trop fan. Je sais pas si vous voyez tout, mais il est juste sublime. Je l'aime. Donc voilà, j'ai été trop gâtée par Gallimard Jeunesse. Je suis trop contente. C'est ça, un fouta, est-ce qu'il est mis création. Ah, en plus, c'est fait au Pays Basque et tout, quoi. On déconne pas avec nous. C'est janvier, du coup. Au cas où. Hop. Je me demande si je l'ai pas vu quand je suis allée au Pays Basque, justement, la marque. Ça me dit quelque chose. Bref, voilà. C'est de la bonne qualité. Alors, au niveau point lecture, je vais commencer par les BD que j'ai lus. J'ai lu Indiana de, du coup, George Sand, mais c'est adapté en BD par Willac et Catel. Donc ici, c'est une adaptation BD de l'histoire de George Sand, donc de Indiana. On a d'abord un petit chapitre, on va dire, où on voit George Sand qui parle au restaurant avec un ami et qui parle d'Indiana pour avoir une petite conclusion. Et puis on a vraiment tout le récit d'Indiana qui est adapté en BD, et après on a une petite conclusion où on retrouve George Sand. J'ai beaucoup aimé la BD, il y a un passage avec un chien qui m'a fait, mais vraiment hier je chialais. Tellement voilà, c'était difficile comme passage pour moi, même s'il est très court, hein, mais voilà. Mais moi qui ne connaissais pas du tout l'histoire d'Indiana, j'ai beaucoup aimé la découvrir en BD. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de la découvrir en roman, parce que je trouve ça sympa, mais je pense qu'en roman ça peut être un peu tiré en longueur. Ici donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire donc d'Indiana, une jeune épouse qui va tomber amoureuse d'un noble, mais c'est un noble qui est un peu un coureur du jupon. Enfin voilà, il est pas très stable, pas très fiable, et voilà, ça va être son histoire, et c'est un roman un peu dans le même style que les romans de Jane Austen, avec beaucoup finalement d'extravagance amoureuse, de sentiments qui prennent beaucoup d'ampleur très rapidement, assez romantique, et puis finalement c'est plus, il y a une fin qui est assez belle, je trouve. Voilà, je veux pas trop vous en dire, mais voilà, c'est aussi un roman où on voit un personnage principal s'affirmer de plus en plus, perdre un peu en naïveté, bien qu'elle reste quand même assez naïve tout au long du récit, mais voilà, elle devient un petit peu plus mature, et je trouve que c'était un très chouette personnage à suivre. Voilà, j'ai bien aimé cette BD, j'ai beaucoup aimé les illustrations. Je pourrais pas dire si c'est ou pas une bonne adaptation, parce que honnêtement je ne sais pas, vu que je n'ai pas lu Indiana, mais j'ai trouvé ça très chouette. Ensuite j'ai lu Le Temps est assassin, donc qui est d'après le texte de Michel Bussy, et c'est adapté par Frédéric Brémaud et Nathalie Baird.
J'ai lu Le temps est assassin, enfin je crois que j'avais écouté en audiobook il y a très 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 longtemps. Je pense que c'était il y a au moins 7-8 ans. Je pense, facilement. Du coup, quand j'ai replongé dans la BD, j'avais un vague souvenir, mais vraiment, les souvenirs me revenaient au fur et à mesure de ma lecture, en fait. Donc j'ai redécouvert l'intrigue avec suspense, avec surprise. C'est toujours, avec Michel Bussy, un dénouement un peu... Enfin, quoi que... Oui, je trouve que l'histoire est un peu parfois... peut-être tirée par les cheveux. C'est l'histoire, ici, d'une jeune femme, donc elle qui s'appelait... Colline? Non, c'était pas Colline. Clotilde, qui revient en Corse. Elle n'y est plus allée depuis le décès de ses parents. En fait, quand elle était jeune, en 1989, il me semble, ses parents... Enfin, elle a été victime d'un accident de voiture avec ses parents et son frère. Et eux sont tous... Enfin, ils sont tous morts, sauf elle. Elle a été l'unique survivante. Et en revenant sur cette île des années plus tard, donc en Corse, elle va apprendre qu'en fait, il y a un secret autour de ce qui s'est passé et que ce n'est peut-être pas un accident. Du coup, c'est en fait une BD très empreinte de l'ambiance corse et surtout de ce côté très chauvin, très... très... Comment... Je ne trouve pas mon mot, mais bref, le fait que les Corses sont très attachés à leur terre et qu'ils la défendent bec et ongle. Et il y a ce côté ici un peu aussi... extrême avec du terrorisme, enfin du terrorisme corse, voilà, vraiment très mafieux aussi, vous voyez, et ça se dégage beaucoup de ce récit, et du coup il y a, enfin voilà, je trouve que c'est une intrigue bien ficelée, c'était sympathique à lire, j'ai bien aimé. Après j'ai trouvé le temps un petit peu long quand même, mais voilà, je pense que c'était quand même une bonne adaptation du faible souvenir que j'ai du roman. Il me semble que c'est bien adapté. Voilà, je l'ai trouvé peut-être un petit peu tiré en longueur. Genre, il y a des pages où je me disais, il y a trop à lire, en fait, pour une BD. Là, par exemple, c'est tout un article du Corps ce matin, mais il y a beaucoup trop de texte pour une BD. Voilà. Et moi, je trouve que en BD, j'ai pas envie de lire autant de texte, en fait. J'ai envie que ça aille plus vite, qu'il y ait des dialogues, certes, mais pas autant de texte à lire. Donc voilà, je trouvais que parfois, c'était un petit peu trop tiré en longueur, mais je l'ai bien aimé et j'ai beaucoup aimé les illustrations également. Je sais pas si je vous ai montré... Indiana, je sais que j'avais filmé un petit peu, mais ici, j'ai pas vraiment illustré. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le style. Voilà. Ensuite, alors j'abandonne cette BD-ci, je suis à la moitié à peu près, mais j'aime pas du tout l'intrigue, j'accroche pas, donc c'est L'île où le roi n'existe pas de Raphaël Trommelschlager. J'aime pas, je sais pas, je comprends pas trop ce qui se passe, je comprends pas trop le fil conducteur, je la trouve très bizarre comme BD et voilà, j'ai rien à en dire de plus, juste que j'accroche pas à l'intrigue et que voilà, j'ai pas envie de la continuer. Je sais même pas vous faire vraiment un résumé parce que c'est un peu bizarre comme histoire, donc voilà. Et j'ai lu la BD, hop là, Molly Wind, bibliothécaire du Far West, c'était très chouette, c'est donc de Tony Galmes et Catalina González Villar, qui est une BD dans laquelle on met en avant une jeune fille qui est bibliothécaire ambulante. En gros, à l'époque du Far West, il y avait, j'avais déjà lu un livre là-dessus d'ailleurs qui était publié, je pense, chez Slalom. Il y avait des jeunes femmes qui étaient engagées pour distribuer des livres dans tous des endroits éloignés des villes en fait, donc peu accessibles, et donc elles se déplaçaient en cheval en Amérique pour eh bien proposer de la lecture, et donc c'est un système vraiment de bibliothèque ambulante parce que du coup elles prêtent des livres et puis elles revenaient les chercher plus tard. Et ici on va suivre cette petite gamine qui va se retrouver à travailler en tant que bibliothécaire ambulante. Et c'était assez chouette comme histoire. C'est aussi une ode à la littérature. C'est une BD jeunesse qui se lit très 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 vite, mais donc qui donne envie aux lecteurs, aux jeunes lecteurs de découvrir les livres, de voir finalement à quel point ça peut prendre de la place dans une vie et à quel point ça peut marquer les gens. C'est une histoire riche en aventures, en rebondissements. On a vraiment un peu l'ambiance Far West avec des méchants, des gentils, assez manichéens finalement. Mais voilà, c'était très sympa, c'était plein d'aventures et je pense que ça plaira aux jeunes lecteurs. Ensuite, j'ai donc lu Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, que j'ai beaucoup aimé. C'est de la romantasy, mais c'est de la romantasy où on s'éloigne quand même des clichés habituels. Alors,
Il y a les trames habituelles où on sait d'avance qui va sortir ensemble, c'est un peu enemy to lover, etc. À ce niveau-là, c'est pas tellement original, mais en fait, c'est l'univers qui m'a marquée. Et la romance, de la manière dont elle a été amenée, je l'ai trouvée aussi plausible et très belle en fait, très poétique, très... ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. En fait, ici, on est on est sur Terre, mais sur Terre bien plus tard. Et c'est une Terre qui est très abîmée, qui a été ravagée. Et on suit une jeune femme, j'ai oublié son nom évidemment. Vous pouvez le résumer. Est-ce que j'ai le résumé quelque part pour avoir les prénoms? On suit Alba, voilà. Alba qui est la lady d'un village, je sais pas trop si c'est un village, une petite ville, bref, de certaines terres. Et elle s'occupe avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention surtout des habitants de cet endroit-là. C'est un peu la chef en fait parce que c'est elle qui possède le plus de terres là-bas. Et il y a les eaux qui montent et donc elle a besoin de matériel pour pouvoir construire des digues. Elle va devoir demander de l'aide à une ville voisine, un pays voisin, sauf que elle est en conflit depuis assez longtemps avec ce pays-là et du coup ils vont devoir entamer des négociations et il va y avoir une personne appartenant au conseil de ce pays voisin qui va être envoyée pour entamer ces négociations. Et au début, ça va très mal se passer entre eux, mais on va très vite savoir que, enfin, on sait dès le début que c'est eux qui vont se mettre en couple. En fait, il y a quelque chose d'encore plus profond, encore plus mystique, parce qu'en fait, Alba, elle est un génie. Mais un génie qui a été déchu, comme un ange, parce que elle a accordé plus que 3 vœux à trop de personnes et elle a enfreint la règle. En fait, normalement, quand un génie accorde des vœux, c'est 3 maximum. Et en accordant un vœu de plus, on vole le vœu d'un autre génie. Du coup, elle l'a fait trop de fois et elle a été bannie. Du coup, elle est immortelle, voilà, elle traverse la Terre depuis des siècles. Et du coup, il y a tout un côté mystérieux autour d'elle. On va découvrir de plus en plus de choses sur cet univers des génies. Il y a plein de souvenirs, il y a plein de... Enfin, voilà, il y a tout un côté, pas féerique, mais vraiment... légendaire en fait autour de cette histoire et je l'ai beaucoup aimé. Je me suis laissée complètement emporter par les pages, par cette ambiance à la fois cosy et inquiétante quand même. On a un côté très réconfortant dans le sens où on a ces rappels qui nous réconfortent en tant que lecteurs en fait, avec le thé, la place parfois des livres, vraiment un univers aussi botanique qui est important. On est dans le futur, mais en même temps on a une sensation d'être dans le passé. Et je trouve que tout ça réconforte. Malgré tout, il y a quand même cette atmosphère qui est dangereuse, tant au niveau de la détérioration de la Terre, des dangers du climat en fait, et du conflit politique, voilà, qui est assez dangereux puisque voilà, il y a trop de tensions entre les différents pays. C'est très dur de vous en parler, mais j'ai trouvé vraiment que la plume était absolument magnifique. L'univers est incroyable, il est dense. Je trouve que parce que souvent dans les romantaisies, la romance prend la place sur le développement de l'univers, de l'intrigue. Or là, pas du tout. Je trouve qu'il y a autant de place pour la romance que pour le développement des personnages, que pour l'installation de l'univers. Et voilà, c'est une intrigue très calme, très douce, où on prend le temps, comme on déguste une tasse de thé. Et c'était juste génial. Je ne peux que vous le conseiller.
Et j'ai lu le tome 2 du tombeau, de la saga Vampiria America, le tombeau des étoiles, qui est clairement, je crois que c'est mon préféré de tous les tomes de la saga Vampiria. Donc pour ceux qui ne savent pas, la saga Vampiria, elle va faire au total 12 tomes, il me semble, et ça va être à chaque fois une trilogie. Donc il y a la première trilogie qui est terminée, là c'est la deuxième trilogie qui se passe du coup en Amérique, mais on retrouve quelques personnages de la première trilogie. En fait, il y a toujours un fil conducteur, c'est quand même mieux d'avoir lu la première trilogie pour comprendre vraiment les enjeux de la deuxième trilogie. Ici, je trouve, personnellement déjà, moi, Vampiria America, je la préfère à la trilogie Vampiria tout simplement. Mais en plus, ce tome 2, je l'ai préféré encore au tome 1 parce que je trouve que il se passe tellement de choses en fait. C'est tellement, on est tellement sous tension tout le temps. Il y a je trouve que l'intrigue évolue vraiment de manière de plus en plus complexe et les personnages sont juste géniaux dans la saga Vampiria America. Dans la saga Vampiria normale, il y a parfois quelques personnages qui m'agaçaient. Ici, j'adore les personnages pour leurs multiples facettes, pour leur complexité. Vraiment, ils sont incroyablement bien développés et je les trouve vraiment super. Et du coup... Ici, j'ai pas trop envie de vous en dire en fait, parce que même vous résumez la saga Vampiria America, ça vous spoil un petit peu, je trouve, la première saga. Mais voilà, on est avec des vampires, on est dans un monde qui a été figé dans le temps, donc depuis que Louis XIV, l'immuable, est devenu vampire, le temps s'est arrêté et en fait il devrait être à notre époque, sauf qu'ils sont restés à l'époque de Louis XIV, vraiment au niveau des vêtements, des mœurs, etc. Et on va suivre des vampires, on va suivre des humains. Et on a des intrigues de cour, mais aussi surtout, pas dans Vampiria America. Les intrigues de cour, si, on en a quand même un peu, mais moins que dans Vampiria normal. Mais voilà, on a vraiment tout un schéma politique, social, complexe. Et on a des personnages ici qui, en fait, se regroupent d'une certaine manière pour diverses raisons, pour se rebeller en fait, pour former une rébellion. Et je vous invite vraiment à lire le tome 1 et à ensuite lire le tome 2 forcément. Et moi je vous conseille aussi de les écouter en version audio parce que les versions audio sont incroyables, vraiment je les adore. Elles sont très immersives, il y a de la musique, il y a vraiment des sons pour nous mettre dans l'ambiance. Il y a des chansons, etc. Les versions audio sont juste géniales. Et voilà, j'adore cette saga. Et c'est tout pour mon point lecture, voilà. Écoutez, je vous retrouve pour clôturer le vlog dès que j'aurai terminé Ashes Falling for the Sky, le tome 2. Punaise, j'ai les larmes aux yeux. Je pensais pas terminer ce vlog en chialant. Je viens de terminer Ashes Falling for the Sky, le tome 2. Et punaise, je m'attendais pas à cette fin. Bon, évidemment, je vous en dirai pas plus, mais... Waouh. Je me suis mis à chialer d'un coup tellement je n'y attendais pas. C'est difficile. Cette saga, cette duologie, c'est drôle parce qu'à la base elle me tentait pas du tout. Parce que moi la romance je vais toujours avec les... avec pas mal de préjugés, pas mal de craintes, puisque en général la romance, je trouve que c'est très cliché et... voilà, il en faut vraiment beaucoup pour que j'arrive à accrocher. Et ici ça a marché vraiment, waouh, j'ai beaucoup aimé. Et je crois que j'ai aimé parce que en fait on retrouve le côté sombre, le côté assez finalement dark de Matthew Guibé et de Neil Gaiman. Clairement, on pouvait compter sur eux pour pas trop tomber dans le cliché avec cette duologie. C'est une histoire d'amour assez compliquée. En fait, c'est entre deux êtres deux êtres abîmés qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des horreurs et qui essayent de se retrouver, de se reconstruire et qui vont finalement réussir à se reconstruire ensemble. Donc c'est Ash et Sky, d'où le titre. Et voilà, Ash c'est un tombeur. De nouveau, dès le début, on sait qu'ils vont sortir ensemble, hein, c'est dans le titre. Ash, c'est un tombeur, ils sont à l'université, etc. Et quand il va tomber sur Sky, c'est juste, il lui dit dès le début, c'est une histoire d'un soir et c'est tout. Et puis, leur relation va plus ou moins évoluer.
voilà, en fait leur relation va passer par plusieurs étapes, ce qui fait que je trouve que la romance est bien amenée, elle se fait pas en un claquement de doigts, elle est amenée vraiment en douceur, et je trouve que les personnages sont vraiment très bien creusés, et on se contente pas de creuser simplement les deux personnages principaux. Bon, les autres personnages ne sont pas hyper fort creusés, mais ils ont, disons, leur rôle, et ils ont leur caractère, et ils apportent leur pierre à l'édifice. Et je trouve que tout est bien développé, bien amené. Je trouve ça chouette d'avoir fait une duologie, parce qu'en fait ça aurait pu faire un tome 1, mais le fait d'avoir fait vraiment 2 tomes, ça permet justement de développer la relation, de développer les personnages, que ce soit principaux ou secondaires, et de s'y attacher. Et je me suis tellement attachée aux personnages, j'ai trouvé leur histoire tellement belle, révoltante par moments, triste, tragique. Clairement, ces deux personnages, on n'a pas envie d'avoir leur histoire, enfin je veux dire leur passif, ni leur présent d'ailleurs, ni... Enfin voilà, bref. Mais voilà, c'était beau, c'était touchant, et... Enfin franchement j'ai adoré cette duologie. Et du coup je vais finir ce vlog ici, ça va, j'ai réussi à pas chialer tout le... Je me suis dit il faut que je me reprenne, parce que sinon je vais pleurer en leur racontant, en leur donnant mon avis. Je m'attendais tellement pas à cette fin là. Bref, je vais clôturer ce vlog ici. Je sais que il est peut-être moins fourni que d'habitude. J'ai lu pas mal, mais j'ai juste pas pris ma caméra pour filmer d'autres choses. Donc voilà, vous aurez eu qu'un vlog dans ma bibliothèque en face cam. J'essaierai de filmer un petit peu plus dans les prochains vlogs. Je sais pas ce que j'ai prévu cette semaine. Donc je sais pas si j'aurai grand chose à vous filmer, mais voilà, j'essaierai d'être un peu plus... que ce soit un peu plus fun pour vous. Mais j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.